Bonsoir Michel, merci beaucoup. Désolé Attends, pour. je règle le petit bazar là. Ah, eh ben, on entend les oiseaux, le cadre est magnifique, c'est parfait. Bon, comment allez-vous dans cette période assez spéciale? Ah, moi je vais très très bien. Je suis très en forme, très heureux. Voilà. Si c'est pour les rassurer mes amis qui sont à l'écoute, tout va très bien. C'est vrai qu'on a souvent des messages pour savoir comment on va. Bah, ma femme et moi, aux écuries, les chevaux, tout va bien. C'est vrai que de toute façon, en te posant la question, pardon, je sais de toute façon que tu es de nature à positiver dans toutes circonstances. C'est vrai que cette période nous amène aussi à réfléchir un peu sur nous-mêmes. On parlera plus tard un petit peu de tes propres méthodes pour prendre soin de ton corps à tout âge. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour toi, est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que on cuisine mieux? On prend soin de sa famille? Qu'est-ce que t'apporte cette période et ce confinement? Ça m'apporte beaucoup de choses. Mais bien sûr, je suis souvent dans la réflexion, toujours en savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Si je veux parler de moi, bien sûr, si je veux donner mon expérience, parce que c'est ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de dire mes constatations de mes expériences, bonnes ou mauvaises, qui m'ont permis d'en arriver là et d'être en forme à mon âge. Je crois que bon. Est-ce que c'est un exemple? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas pour moi, c'est intéressant parce que je voudrais vivre longtemps et en pleine forme. Donc, c'est vrai que cette période, c'est une période où on réfléchit, où le temps s'arrête, le temps s'est arrêté. Et alors, on se retrouve devant un vide, bon, sans futur pratiquement, ou très peu de futur pour certains, en disant, bon, ben, il va falloir que je m'occupe déjà, que je m'occupe de moi. Et donc, en ce qui me concerne, bien sûr, ben, c'est comme d'habitude, c'est le yoga le matin, petit déjeuner léger, on mange pas beaucoup dans la journée, hein, et puis monte à cheval le matin, l'après-midi, une petite sieste en ce moment, pourquoi pas. Et puis, je m'occupe beaucoup de mon évolution personnelle et comment transmettre justement c'est toutes ces expériences que j'ai vécues et comment arriver à toucher le maximum de personnes et de leur apporter quelque chose, de leur apporter quelque chose de très positif. Et, oui, je pense que de savoir ce que je sais aujourd'hui, c'est un bonheur parce que bon, j'ai beaucoup réfléchi sur plein de sujets, l'éducation, la religion, les écoles, enfin, euh, tout ça, et puis plus la compétition et à haut niveau, bien sûr, qui m'a fait réfléchir plus d'un week-end. Oui, parce que tu es célèbre d'abord pour être un grand sportif de haut niveau. Tu transmets aussi à travers des livres et aussi de plus en plus en vidéo à travers cette académie. C'est vers ça que tu te diriges actuellement, finalement, quand tu dis que tu cherches des moyens de transmettre. Oui, bien sûr, parce que j'ai énormément de demandes pour venir en stage, pour des personnes qui veulent que j'aille leur donner des stages. J'en fais aussi, mais en réunissant beaucoup de personnes, comme je l'ai fait avec la Fédération française, où j'avais 9 endroits en France où on avait environ 250 à 300 personnes professionnelles de l'équitation et de l'enseignement chaque fois. Donc ça a été une grande réussite. Pour moi, de transmettre à travers Horse Academy et à travers les livres, parce qu'on a écrit beaucoup de livres avec Karine Kant, c'est vraiment important. Parce que sinon, ben, j'aurais pas tellement de raison de vivre. J'ai envie de continuer à vivre pour quelque chose d'important. Et ça, c'est important pour moi de transmettre. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de partenaires, de sponsors qui me suivent encore. Donc ça, je les remercie et c'est vrai que c'est très important pour moi pour continuer à entretenir l'écurie. Mais Tu, c'est vrai que cette Horse Academy, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qu'on tient à développer beaucoup avec Karine Kant. Oui. tu parles de tes livres. J'ai parlé de littérature justement avec Kevin Stott il y a peu, et il me disait qu'il avait sorti un livre, lui, sur sa méthode, mais très jeune, et qu'avec du recul, il se dit ben, peut-être que dans 10 ans, mon livre sera totalement différent. Toi, ce que tu dis, c'est qu'on apprend à toute étape de la vie, et même à 60, 80 et plus, on s'enrichit toujours de connaissances. Et du coup, un livre sur une méthode ne peut que changer d'année en année, qu'on soit jeune ou moins jeune. Euh, bon, je ne vais pas. En ce qui concerne mon livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, je pense qu'il est encore
beaucoup d'actualité, et il le sera toujours parce que c'est sur des grands principes de vie qui sont simples. Et je pense que ça, c'est une chose. Progresser jusqu'à très longtemps, oui, mais je crois que surtout, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes qui nous permettent de progresser. Si on reste sur des croyances au départ, et si on a des croyances erronées, parce que la plupart de nos croyances au départ sont fausses, donc il faut les retester, il faut arriver à... On a été éduqué d'une certaine manière, qu'on s'aperçoit aujourd'hui qui est discutable, je dois dire, et puis on a eu des croyances qui, à mon avis, ont besoin d'être changées beaucoup. Et ça, il faut avoir un esprit d'ouverture. Pour moi, j'ai beaucoup, bien sûr, je le répète, essayé des choses, mais testé pour voir si mes croyances étaient bonnes. Avant d'arrêter de manger de la viande, par exemple, ben, j'ai essayé pendant une période, je me suis senti bien mieux. Donc ça, c'est ma propre expérience, mais chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent faire des excès à droite, à gauche. Moi, je suis excessif peut-être dans ma façon de faire, mais pas longtemps, parce que le test ne dure pas très longtemps. Et je m'aperçois très vite si je suis dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Donc, oui, le message, c'est dire, je reste ou rester ouvert, rester savoir ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend malheureux. Donc, si on enlève tout ce qui nous rend malheureux, ben, on devient heureux. On a, justement, en parlant de tester des choses, on a un peu chaque jour, on est tous les soirs en direct avec différents acteurs, et une question qui revient souvent, c'est, on a vu Julien Epaillard mettre un gros zoom sur le fait que ses chevaux, ou en tout cas ceux du Haras de la Roque, n'étaient pas ferrés. Est-ce que c'est Oui, dans cette même philosophie de, on teste, parce qu'un cheval, c'est d'abord pieds nus, on bien voit si sûr. ça fonctionne comme ça, et Oui. ensuite on gère les différents problèmes, pathologies, ainsi de suite avec un fer. Mais est-ce qu'on revient d'abord aux pieds nus? Quel est ton point de vue là-dessus? Sur les chevaux qui sont déférés. Moi, Oui, voilà. Donc, bah, Julien, il est en train de faire son expérience. C'est bien, c'est très bien. C'est ce que je parle, il faut avoir cet esprit d'ouverture, de ouais, changer ses habitudes, de tester, de voir. Moi, je pense que c'est intéressant de suivre son expérience et de voir comment ça va se passer avec ses chevaux, comment vont être ses chevaux dans quelques temps, et à ce moment-là, pouvoir en rediscuter. Je ne suis pas ni pour ni contre. Moi, j'ai déjà déféré des chevaux, je suis allé en concours, ça n'a pas été du tout. C'était vraiment une catastrophe. C'est terminé, je sautais plus qu'un mètre 20 et mes chevaux s'arrêtaient. Donc, peut-être je m'y suis mal pris, mais je pense que c'est bien de faire ces expériences. C'est très très bien de changer sa méthode de monter parce que bon, si on reste sur des choses, puis très vite on s'aperçoit que non, là ça va pas, il faut que je change quoi. Et en tout cas, en ce qui concerne la ferrure, je pense que c'est si on continue à ferrer les chevaux, mais en course ils les ont déferrés, les chevaux sont pas très bien à l'arrivée des courses parce qu'ils seront bien sûr qu'ils s'usent beaucoup les pieds. Non, je oui, ça, pense que les athlètes de haut niveau, et forcément, ça implique certaines choses. ça fait des gros changements pour un cheval de déferrer. Oui. On a Elodie Bourget qui nous rejoint, qui te passe un coucou. Oui, Euh, un gros bisou à Elodie, oui, qui était une fantastique cavalière et que j'aime beaucoup, qui a travaillé chez moi pendant longtemps. Oui. d'accord. Question d'Elena, justement, on va parler du début. À quel âge as-tu commencé la compétition? Moi, Oui, la compétition, euh, je pense à 10, 12 ans, 12 ans, 13 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai pas été d'accord. précoce du tout. Bon, j'étais pas, non, j'ai fait des concours nationaux et régionaux d'abord, très régionaux, et puis on sautait des bottes de paille et des pneus au départ. Oui. Mais voilà, et puis après on a monté de niveau, bien sûr. Oui. On se souvient Mais d'une photo de toi sur un mouton qui oui, avait fait quelques magazines. elle est assez célèbre, elle me plaît beaucoup et ça me rappelle de très très bons souvenirs parce que vraiment déjà là, je forgeais mon caractère avec un animal, avec quelque chose et donc c'était sympa. C'était assez proche de la nature, effectivement. Tu dis que tu n'étais pas précoce dans la compétition, mais tu es quand même là, à l'heure actuelle le Français le plus titré en saut d'obstacle. Mais tu as d'abord débuté ta carrière en concours complet et tu as été jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est rare ça, non?
En complet, oui, ça a été, c'est une discipline que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, je rêve au concours complet, d'être sur un cross, etc. Le concours complet, ça m'a apporté beaucoup, 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 parce que bon, j'étais pas tellement prêt. J'avais eu la chance d'avoir 2 chevaux dans l'équipe sur les 4 qui étaient aux Jeux Olympiques de Munich. Mais c'était une belle époque aussi qui m'a permis d'aller au fond des choses sur le peu de dressage qu'on peut faire en concours complet, le saut d'obstacle à l'extérieur. Donc pour l'équitation, c'était très formateur. Et ça rejoint, on voit ton environnement qui est très verdoyant derrière, tu galopes souvent sur des longs prés. Ça Oui. reste ce contact avec la nature au plus proche du cheval et de son environnement naturel? Ah oui, c'est prioritaire. Je crois que là, dès qu'on sort ou en ce qui me concerne, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde s'en rend compte, la nature devient un support énorme et bien sûr qu'on doit la respecter, on ne va pas revenir dans ce discours-là, mais je crois qu'elle nous donne, on est fait partie de la nature, on n'a pas le droit de s'en moquer et au contraire, elle nous apporte tellement de galoper avec un cheval dans les prés ou de voir ses chevaux s'exposer vraiment à rigoler, à se faire plaisir en galopant dans l'herbe. Ça change bien sûr des terrains de concours où c'est confiné, etc., les bacs à sable comme on l'appelle, quoi. Ouais. Pour Il y a moi, une c'est question, très important de proche de la nature parce qu'on a vraiment les pieds sur terre, quoi. d'accord. Une question de Simon Laurin, c'est vrai que tu as mis un terme à ta carrière sportive de haut niveau avec Italien en 2013, mais tu as continué, tu continues sur un niveau 3 étoiles. Et Simon Laurin te demande quand est-ce que tu vas vraiment arrêter parce qu'il en a marre que tu nous battes à chaque fois, à chaque barrage. Il est gentil, il est gentil. Bah Simon, je te salue déjà. Attention, la table, ça la fait bouger un peu. Simon, je te salue et je dois dire que le bol de la compétition, je ne sais pas quand c'est que je vais arrêter. Je pense que j'ai toujours dit depuis de nombreuses années, tant que je gagne, je continue. Alors bon, mais je ne pense pas que je vais arrêter tout de suite. Et justement, qu'est-ce que ça fait de... euh, vous avez arrêté les 5 étoiles, mais on te voit très performant sur 3 étoiles avec des bons chevaux, continuer le commerce. Et est-ce que c'est cette flamme de compétiteur, cette rage, elle est toujours pareille ou c'est une philosophie totalement différente? Alors chaque époque de ma vie, le concours a été à un moment donné pour prouver que de voir jusqu'où je peux aller. Bon, je suis allé aux Jeux Olympiques, donc c'était pas mal. C'était de savoir jusqu'où je pouvais aller dans mon équitation. Bon. Et puis après, j'ai changé un peu ma manière de voir. Après, c'était peut-être pour battre les autres, un peu avoir cet esprit de méchant, quoi. Hein. Je veux être meilleur que les autres. Donc ça m'a passé aussi. Donc après, j'étais plutôt dans une recherche pour moi de belle équitation. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Au-delà de tout résultat, quoi. Je crois les bases, de comprendre le cheval, de comprendre comment fonctionne un cavalier. Ça, c'est mon laboratoire, c'est ma passion. C'est d'analyser chaque mouvement du cheval, chaque mouvement du cavalier, chaque état d'esprit du cavalier à chaque moment, anticiper ce que va faire le cheval, anticiper ce que va faire le cavalier, et étudier tout ça et chercher la cause première des tracas quand il y a, ou des réussites quand il y en a. Et ça, c'est passionnant, c'est infini comme démarche. Et donc tout ça, ça se ressent sur les concours et tu as besoin de rester Oui, dans cette sphère-là pour... bah oui, parce qu'être le meilleur à la maison, j'y arrive facilement. J'y arrive très très bien. Mais quand on va se confronter dans un barrage ou dans un truc avec des gens très compétents et très forts qui vont très vite, je crois que c'est là où on s'aperçoit que où on est dans le coup, on n'est plus dans le coup, et qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans le coup. Donc l'année dernière, je me suis régalé parce que j'ai fait une expérience à Saint-Gall où j'étais invité, Oui. où on était 21 au barrage avec tous les grands cavaliers, avec ma petite jument. Bon, je passais en dernier ou dans les derniers, gagner une épreuve comme ça. Non, bon, bien sûr que c'est de la fierté, bien sûr, c'est agréable, mais ça me conforte dans ma recherche en disant, bon, si tu arrives à les coincer là-bas, à les battre là-bas, je sais que tu es encore sur la bonne voie, continue et on recherche. Alors peut-être que j'ai encore plein de choses à améliorer, ça c'est sûr, oui. Parce que du coup, tu parles de cette victoire à Saint-Gall en face de personnes qui sont
tous les week-ends en 5 étoiles, c'est vrai que ça conforte en se disant, OK, mon travail est le bon et quand on travaille avec rigueur et avec méthode, et Voilà. ben, on gagne, quoi. Voilà. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour défendre les chevaux et pour la cause animale, je vais dire, même jusque-là, c'est que sans artifice, sans drogue, sans médication, sans rien, puisque mes chevaux ils sont complètement nature, sans préparation, sans rien, on arrive à gagner très bien. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à, aussi dans le message à faire passer, c'est que on n'a pas besoin de médicaments pour vivre, on a besoin de plus de savoir pourquoi on est malade, pourquoi on utilise telle chose, est-ce que c'est vraiment utile. Et à long terme, bien sûr que j'ai fait des tas d'expériences avec à l'époque on pouvait droguer les chevaux, etc. C'était pas un souci, il n'y avait pas de contrôle. Et j'ai fait toutes mes expériences, mais je m'aperçois que la victoire est beaucoup plus belle quand elle est nature, quoi, quand elle est vraiment. Et puis les chevaux, quand même, il faut penser aux chevaux et savoir que les chevaux, c'est des animaux très intelligents qui comprennent beaucoup de choses et que nous, parfois, les humains, les cavaliers, on ne comprend pas tout comment ils fonctionnent et leur langage. Donc, parler cheval, comprendre le cheval, c'est vraiment intéressant et passionnant pour que à la fois le cheval se fasse plaisir et le cavalier se fasse plaisir. Et ça, c'est un message que je voudrais passer aujourd'hui aussi, c'est que faites-vous plaisir. On voit vraiment des cavaliers qui vont en concours et qui rarement se font plaisir, quoi. Je veux dire, bon, bah, autant rester à la maison. Moi, je vais en concours, je me fais plaisir. Bien sûr qu'il y a des galères, il y a des moments difficiles, il y a des trucs, ok. Mais à la fin, c'est quand même pour se faire plaisir, quand même. Et au chaud aussi. Oui, c'est sûr. Euh, une question de Chloé sur comment aborder ces moments de vide ou en tout cas sans concours, sans pression, avec des chevaux notamment jeunes. On a eu Marc Dillasser, Simon Delestre qui nous ont dit qu'effectivement ils passaient plus de temps à former les jeunes et que c'était un mal pour un bien, entre guillemets. Comment vous voyez cette période pour les jeunes chevaux qui n'ont pas de circuit et pas de possibilité de sortie? Moi, je trouve que ça va être très intéressant d'analyser sur un plan mondial comment va réagir la Terre et la nature. Alors là, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais comment ça va réagir et comment on va analyser ça. Mais aussi dans les écuries, comment on va pouvoir voir la progression de nos chevaux sans concours. Alors, à nous de gérer comme il faut cette période-là, de continuer à travailler les chevaux, de continuer à les suivre. Mais finalement, ça va être une expérience intéressante. Les expériences de faire du concours vraiment à outrance et de répéter, 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 on l'a déjà. Mais l'expérience de laisser un break au cavalier et un break au chevaux, on ne l'avait jamais eu. Donc ça, il faut vraiment en profiter. Et donc, chacun mène sa vie comme il veut. Je veux dire, on peut mettre les chevaux au pré. C'était l'idée qui m'était venue au départ en disant, bon, on va tous les déférer, on les met au pré, on les ressortira dans 3 mois. Pourquoi pas? Certains, j'espère, l'ont fait. Moi, je continue à les bosser et voir un peu. Mes 2 juments de tête, je ne les ai pas montées depuis 1 mois et demi. Je vais les reprendre. Je suis sûr qu'elles vont être toutes contentes de repartir au travail. Oui, c'est vrai que on a une multitude de choix qui s'ouvrent à nous finalement dans cette période et, et pour vous, c'est toujours l'apprentissage de nous-mêmes et des chevaux. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vous? Qu'est-ce que vous avez appris de l'athlète de haut niveau et qu'est-ce que vous transmettez tu as parlé, pardon, beaucoup de fois depuis le début du yoga, de, de prendre soin de son corps. Oui. Qu'est-ce que tu t'appliques à toi et qu'est-ce que tu recommandes? Mais je recommande à chacun de faire le bilan de les choses qu'il souhaiterait améliorer dans sa façon de manger, de dormir, de boire, voilà, de monter à cheval, etc., de faire la liste, et puis progressivement barrer en disant oui, ben ça, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de machin, et progressivement de faire ça. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à la question, mais je crois que l'important, c'est dans cette progression-là, c'est de se féliciter aussi de ses progrès, Et vraiment d'être content de ça. Ouais. en parlant de progrès, j'ai lu dans plusieurs articles que tu disais qu'à 40 ans, tu te sentais moins bien qu'à 60 au niveau de la mouvance de ton corps, de sa disponibilité. Comment tu l'expliques?
Ben moi, là, depuis un an, j'ai fait des progrès, je suis beaucoup plus souple, beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps. Donc ça, c'est un message aussi qu'il faut savoir. Souvent, les médecins vous disent, ce qui m'est arrivé à 35 ans, on me dit, mon pauvre monsieur, avec votre mal de dos, il faut vite arrêter de monter à cheval. Donc non, j'ai continué. Et je pense que le fait d'enlever tout ce qui nous gêne, dans tout ce qu'on peut enlever, bien sûr. Moi, j'étais très, très raide dans les jambes, etc. Donc, le matin sans forcer, mais tous les matins régulièrement. Donc, je fais mon yoga puisqu'on en parle. Et j'ai des tas de mouvements aujourd'hui que je ne pouvais pas faire il y a seulement 3-4 mois en arrière. Donc, ça, je pense que dans notre éducation, on ne pensait pas que c'était possible. Et bien sûr que la tête, elle va évoluer encore, la façon de réfléchir, de penser, bien sûr, c'est vraiment important. Je crois que ce qui dirige le tout dans notre corps, dans les chevaux, dans tout, c'est les pensées, c'est nos pensées. Alors bien sûr qu'on parle de la pensée positive, c'est sûr, mais euh, si on enlève les pensées négatives, ça nettoie déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La gestion du mental, et ça, c'est valable à pied, mais à cheval, une fois, moi je vais travailler beaucoup mes cavaliers, essentiellement sur le mental. Prépare ce que tu as à faire dans toutes les circonstances et le grand tout va t'aider à le faire. Si on prépare négativement, on n'a aucune chance. Et pourquoi, du coup, tu pointes l'importance presque vitale de la préparation mentale dans le sport? Pourquoi ça n'arrive que seulement maintenant au niveau des fédérations et même au niveau privé pour les cavaliers? Il y a plus 20 ans, enfin peu importe les dates, je me suis penché sur le tennis, un bouquin qui s'appelait Tennis et concentration, qui a été un déclencheur pour moi, qui est écrit par un Américain, et qui m'a ouvert les yeux, vraiment. Et bon, dans le tennis, dans le ski, dans d'autres sports, ça paraît indispensable, quoi, indispensable. Dans notre sport, on est en retard beaucoup. Et moi, je pense que si je suis encore là aujourd'hui, et compétitif encore, c'est parce que j'ai pris de l'avance sur les autres cavaliers. Parce que si j'étais resté à monter à cheval dans le même état d'esprit que lorsque j'avais 35 ans, bah, oui, je serais complètement obsolète et j'aurais passé ma carrière, j'aurais arrêté ma carrière à ce moment-là. Donc, arriver à être très positif dans sa façon de faire et arriver à travailler sur ses pensées. À quoi je pense, à quoi ça me sert, est-ce que c'est vraiment utile? Merci beaucoup. C'est des réponses on ne peut plus complètes. On a une question par rapport à ta plateforme Horse Academy. À partir de, on te laisse boire un coup. À partir de quel niveau on peut se pencher sur ta méthode? Est-ce qu'elle est universelle et ouverte à tout niveau? Alors, ce qui m'a fait, je repars sur mon livre de base, qui est Secret et méthode d'un grand champion. Quand je l'ai écrit en pensant à un enfant de 7 ans, ou à, je dis, Rodrigo Pessoa, ou à un grand cavalier international. Et je pense que entre les deux, il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut lire, tout le monde peut utiliser ma méthode sans problème. De toute façon, malheureusement, enfin, ou heureusement, où je suis tellement persuadé que les chevaux ont besoin de compréhension, ont besoin juste d'étirement, et qu'on a été, comme dans notre éducation, l'éducation de l'équitation a été aussi fausse, parce qu'on préparait des chevaux pour aller à la guerre, et les chevaux étaient différents. Aujourd'hui, il faut changer la méthode à cheval, et je pense que ma méthode, elle est pour le confort du cheval, la compréhension du cheval, et surtout, bien sûr, sur son physique. Travailler sur le physique du cheval, c'est comprendre d'abord scientifiquement presque comment fonctionne un cheval, comment est fait un cheval, et pourquoi on a besoin, par exemple, simplement que si on lui descend la tête, ben, il va étirer son encolure et son dos va monter. Bon, ben là, il va pouvoir porter le cavalier. Des choses aussi bêtes, aussi simples que ça, et des cavaliers qui l'utilisent pas. Alors que c'est tellement, pour moi, c'est comme, c'est une priorité, c'est sûr à 100%, que ça fait
toute ma carrière, j'ai travaillé un peu comme ça et j'en suis encore là. Et je pense que pour revenir à ma méthode, c'est clair que la position du cavalier, et toutes les choses, il y a plein de choses qu'il faut enlever, comme pour être heureux, il faut enlever tout ce qui nous rend malheureux. Ben, à cheval, il y a plein de gestes, plein d'actions qui sont inutiles. Le cheval, il a besoin de rien pour tourner à gauche ou à droite ou pour aller sauter. Il a besoin seulement de compréhension. Donc, voilà, et ma méthode, elle est basée sur des choses très simples et hyper logiques. Donc, jusqu'à présent, et j'aimerais bien, puisqu'il y a beaucoup de monde là, qu'un jour, quelqu'un vienne me dire, je voudrais bien que quelqu'un me contredise et me dise ce que tu fais, c'est nul parce que j'aime jamais rencontrer ça. Donc, peut-être que les gens sont polis ou agréables avec moi, mais je voudrais bien, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que je peux prouver ce que je fais, on le voit, le cheval d'une minute à l'autre change, et donc c'est pour ça que la méthode est claire, très efficace, très très efficace. Et elle va s'adresser toujours à la fin au mental du cavalier, enfin à la fin et au début. Mais si on va chercher la cause première de tous nos ennuis, c'est là-bas dedans que ça se passe, docteur. On sent limite un regret. Tu considères que ces fondamentaux que tu peux prouver par A plus B ne sont pas assez enseignés, pas assez diffusés dans l'équitation actuellement? Ça a toujours été, ça a toujours été, ça a toujours été. Il y a toujours, je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure sur moi, sur mon corps, la façon de pouvoir progresser après 70 ans, physiquement et mentalement, et physiquement, et ça, je crois que, je ne sais pas si on vous l'a enseigné, vous, à l'école. Je ne sais pas si un médecin va vous dire un jour, monsieur, vous pouvez à 70 ans progresser encore. Est-ce que, voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de réflexion qu'il faut se faire aujourd'hui. Et je pense que quand on est bien les pieds sur terre et qu'on essaye d'être hyper logique et qu'on va chercher vraiment loin, on peut arriver à vivre mieux et à vivre mieux avec les chevaux aussi, oui. Et du coup, l'après, vous, parce que pour le moment, vous portez encore ce message, mais qui est finalement universel. Est-ce que, est-ce que Merci. vous, est-ce que vous, est-ce que vous comptez, est-ce que tu, pardon, je vais y arriver, comptes sur une Pénélope Le Prévost que tu as beaucoup accompagnée pour prendre ce flambeau, entre guillemets, et continuer à faire valoir ce mouvement. Est-ce que tu penses à ça? Moi, je pense beaucoup à Pénélope, oui. Mais je pense beaucoup à Pénélope parce que c'est un, un rayon qui est arrivé dans ma vie, un rayon de lumière qui est arrivé en me disant, ça existe. Il y a un cavalier qui existe, qui a cette belle position, cette façon de faire, ce tempérament, etc. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est un génie, mais presque, quoi. Je veux dire, donc j'ai la chance de la côtoyer, on collabore ensemble, on va en concours ensemble. Elle me conseille, me remet sur les rails souvent. Elle me dit, j'ai regardé tes vidéos l'autre jour en Espagne, c'était pas terrible. Il faudrait qu'on voit pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. En fait, cette collaboration permet à Pénélope de progresser, à moi aussi. Et je pense que oui, on a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples pour qu'est-ce que c'est qu'une belle position, qu'est-ce que c'est que un cavalier. Ça nous tire en avant de voir. On arrive vraiment à penser à ça. Et je crois que c'est bien qu'elle existe. Voilà, c'est super. Tu comptes sur elle pour perpétuer ta méthode. Oui, Euh, elle a sa façon de faire aussi, hein. Mythologie, est-ce que c'est un mot qu'on peut employer ou est-ce que c'est quelque chose qui est mal interprété dans notre langage? Ben, je ne vais pas lui dire de se taire. Elle a bien le droit de l'employer, son mot mythologique. Mais Euh, est-ce que ben, c'est ce qui peut je pense définir ton approche? oui, je pense que c'est une façon d'exprimer ce qu'on fait avec un cheval et avec une technique un peu nouvelle qui a fait énormément de bien, et ça, je suis sûr. Euh, pour moi, ça n'a pas été une révélation parce que mon père, déjà, il travaillait comme ça ses chevaux et dans ce sens-là. Et donc, après, moi,
suivi les gens du cirque, enfin j'ai suivi des tas de méthodes d'utilisation du cheval, mais elle a fait du bien à tout le monde, l'éthologie, oui. Déjà de mettre les pieds sur terre et de travailler un cheval à pied, de voir la réaction du cheval, comprendre le cheval, comment il marche, avec des gestes, avec des indications simples. Et je pense que oui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien l'éthologie. Et Et il n'y a pas tellement de contre-indications à utiliser l'éthologie, non. est-ce que, par exemple, les instances fédérales, que ce soit en France ou dans d'autres pays, te contactent parce qu'on sait qu'il y a des manuels d'équitation et c'est finalement la base, c'est de là que vient tout le savoir de ces jeunes qui seront plus tard les cavaliers. Est-ce que tu collabores, est-ce que ta méthode se diffuse comme ça? Oui, je pense que en Allemagne déjà ils achètent il y a beaucoup beaucoup de livres de Michel Robert qui circulent et qui sont vendus là-bas. En Italie, pour les professionnels de l'enseignement, dans leur examen, ils doivent avoir lu et répondre aux questions du livre de Michel Robert, la méthode. Bien. Donc pour leur examen. J'ai des messages d'Angleterre aussi. Bon, bien sûr, les cavaliers américains, plusieurs, Ken Farrington et compagnie, son livre de chevet, il me l'a dit récemment. Je veux dire que mais c'est pas assez diffusé à mon avis. Je crois qu'aujourd'hui, on a justement un plan avec un partenaire qui s'appelle WAO, qui est un Italien, qui sont un team WAO dont je fais partie maintenant. Et on a des stages et des conférences qu'on va donner un peu. Déjà en Italie, j'ai commencé à Vérone l'année dernière, mais on va en donner un peu. Maintenant, ça a été bloqué bon, à cause de cette période, mais on a des projets sur l'Allemagne, dans différents pays et en France aussi pour développer ces conférences et développer la méthode Michel Robert. Que tout seul, bien sûr, j'y arrive pas. Puis c'est pas, moi, je suis pas un professionnel de la communication. Hein, je suis un pauvre petit cavalier dans son Dauphiné Bon. natal. Tes livres ont quand même fait le tour du monde équestre et Oui, ça c'est une bonne chose. Quand j'ai écrit le livre, je me suis dit peut-être qu'il y a deux personnes qui vont le lire et puis en profiter, mais au moins ça fera profiter deux personnes. Mais ok, je pense que c'est encore à développer, cette méthode est à développer parce que euh, j'ai une connaissance, bon, tant pis pour ma fierté ou mon machin, mon ego, mais je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions et que je peux oui, transmettre et aider beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, c'est mon bâton de pèlerin aujourd'hui, c'est justement d'aller et de contacter le maximum de personnes pour arriver à faire comprendre comment fonctionne un cheval, comment fonctionne un cavalier. Et ça, il y a plein, plein de solutions et justement toujours dans le même objectif de se faire plaisir, de faire plaisir au cheval, de finir une séance avec le grand sourire, quoi. Voilà, ça c'est. Et que le cheval soit content, les oreilles en avant, et qu'il rentre à l'écurie prêt à repartir, quoi. une petite parenthèse, je pense pas qu'il faille qu'il y ait des problèmes d'ego ou autre. Tu as accumulé une expérience, tu t'es enrichi, tu ne peux qu'être fier de pouvoir la transmettre et oui, en être fier. C'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à rabaisser les gens qui peuvent prouver par A plus B que c'est vrai et qui sont déterminés. Et je pense qu'il faut quand même qu'on mette en avant le fait qu'il y a des gens qui apprennent et qui ensuite Bien peuvent sûr. transmettre et ils sont totalement légitimes de le faire. Oui, oui, oui. Non, mais je pense que c'est des moyens de communication et je suis ravi et je te remercie Théo de m'avoir choisi dans ton émission parce que c'est des moyens de communication aujourd'hui modernes et qui, bon, finalement, ça coûte rien, pas Oui, grand-chose à personne et ça va toucher beaucoup de monde. Et donc, c'est un moyen de communication qui est super et je crois que moi, je suis prêt, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour progresser. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'ego justement pour savoir qu'est-ce que ce que je dis souvent, mes médailles elles sont, je sais même plus combien j'en ai. Enfin, je veux dire, je l'ai pas vu depuis je sais pas combien d'années. Euh, Mon plaisir, c'est de voir l'équitation évoluer dans le bon sens, quoi. C'est sûr quand Ken Farrington vient me voir en me disant
je lis ton bouquin tout le temps, bah, ça me fait plaisir parce que je le vois dans sa manière de monter. Bon, il ne monte pas comme moi, mais il a piqué pas mal de trucs. Ouais. Et en plus, en ce moment, il poste tous les lundis une vidéo de lui dans sa salle de sport. Il est incroyable. Il fait des exercices de renforcement musculaire assez incroyables. Mais il y en a là-dedans aussi. Hein. Ouais. Il y en a là, il est déterminé dans sa tête. Il est, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon. Et non, je pense que l'ouverture, je crois qu'on a un temps, aujourd'hui, le temps est à la réflexion. On a le temps de chercher, on a le temps d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours sur, mais même comment communiquer, quoi. Je veux dire, essayer d'arriver à apprendre plein de choses sur pour justement pour transmettre, pour donner. C'est vrai qu'on parle dans cette période, on ne va pas en parler, tout le monde en parle trop, mais d'aider les autres, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est, comme je dis souvent, mon père était médecin, donc et ma mère pendant la guerre était infirmière, donc ils se donnaient déjà beaucoup de leur personne pour les autres, et on sait que plus on donne, plus on reçoit, quoi. Sophie demande quel livre exactement lit Ken Farrington. Quel livre? Quel livre Ken Farrington lit venant de toi? Ah, Secret et méthode d'un grand champion. Ouais. Ça, c'est la base, c'est la base. Et si on le connaît par cœur, et si on, non, c'est pas si on le connaît par cœur, si on arrive à faire tout ce qu'il y a dedans, euh, chapeau. D'accord. Parce que ça amène beaucoup de solutions. Ça traite de tous les sujets. Il est vraiment d'actualité. Il sera toujours d'actualité. Je crois qu'il sera jamais obsolète. Tu parlais de tes médailles. On a une question. Tu as été médaillé de bronze individuel lors de championnats du monde, médaillé d'argent. Euh, à l'image d'un Patrice Delaveau qui a eu 3 médailles d'argent dans un championnat du monde, est-ce que cette médaille d'or individuelle, personnelle, c'est quelque chose à ton âge et sorti de ce haut niveau qui travaille? On se demande toujours est-ce que c'est un accomplissement d'être champion olympique ou là, toi, tu n'y as pas été malgré de très nombreuses médailles et de très Ouais. grands succès. Est-ce qu'il y a un petit manque ou pas du tout? En ce qui me concerne, pas du tout. Mais D'accord. alors, 0-0. Hein. Parce que d'abord, autant Pierre Durand, que je connais bien et que je salue, il voulait être médaille d'or aux Jeux Olympiques, il y est arrivé, chapeau. Moi, je voulais aller voir, voilà, progresser, etc. C'est pas c'est une réponse claire pour moi. La deuxième réponse, c'est peut-être que je serai champion olympique au prochain jeu, mais ça, je pense pas. Ça, c'est pour rigoler. Le, les médailles, non. Les médailles, alors les médailles, ça fait partie du passé. En fait, les médailles pour moi, c'est des encouragements à continuer. C'est de dire celle du championnat du monde quand on a fait en 82 avec Balanda, Caron et Oui, par Frédéric équipe. Cotier, euh, on a on a eu beaucoup pour moi, c'était ça a amené de l'eau au moulin et pour continuer quoi. Ouais. Il y a D'accord. une baisse de luminosité, non? Pour nous, c'est bon. De mon D'accord, côté, c'est ça bon. va. Il n'y a aucun souci. On retourne un peu sur la transmission. On a Cyrine Chérif qui est avec nous, une carrière française Je qui a dit connais. beaucoup de bien de ta méthode. Et elle dit justement, est-ce qu'on ne peut pas traduire les livres en arabe et en chinois pour Si, continuer dans ce... ils sont traduits en chinois, pas en arabe. D'accord. En arabe, j'ai pas le souvenir. Mais en chinois, je sais il y a une traduction en chinois qui a été fait et je pense pas qu'il est imprimé encore. Mais il est traduit en, je sais pas combien de langues, une quinzaine de langues. D'accord. Bon, j'en profite. On a une question de Lulu, toujours sur les livres, qui demande s'il y a une version numérique ou si même pendant le confinement, elle peut l'acheter en ligne et le recevoir. Est-ce que tu sais si ça continue de tourner, pardon? Ben, il y a Ors Academy qui est plus facile pour ceux qui n'aiment pas trop lire, pardon. Ors Academy, c'est sur Internet, c'est un site sur lequel on peut s'abonner et puis prendre des séances et voir toutes les séances. Et c'est très ludique, très imagé, bien sûr, par des séances de vidéo. Le livre, ben, on peut le commander sur Ors Academy aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ors D'accord. Academy, elle le commande, elle le reçoit. Et même par Amazon, il est sur Amazon aussi. Hein. Ok. Bon, je Donc, continue
On est toujours avec toi, Michel, pendant Oui. cette heure. Je continue à prendre les questions. Une question d'Anaël. Quelle reprise conseillez-vous pour, pour un cheval post-confinement en vue d'un concours? Est-ce qu'on doit réintensifier le travail progressivement, pas y aller tout de suite? Comment tu vois les Ça choses? dépend tout de l'âge du cheval et de la catégorie, mais de toute façon, c'est faut considérer un cheval comme un athlète, c'est-à-dire comme une personne, c'est-à-dire qu'il faut le remettre en muscle, le remettre en condition. Un cheval qui a été, mettons, on prend l'exemple d'un cheval de 10 ans, 11 ans, qui a déjà travaillé, qui a sa musculature, qui est en forme, qu'on arrête pendant 2 mois, par exemple, en quelques jours, enfin une semaine, 2 semaines, il peut revenir très vite en condition. Donc, parce qu'il a déjà une musculature de fait. Le cheval, c'est vraiment faire la différence entre un cheval qu'il faut faire une musculature, c'est très long. Une fois que la musculature est faite, même si on l'arrête pendant 1 mois ou 2, le cheval, quand on reprend, très vite, il se remet en condition, en muscle. On n'a pas besoin de refaire des muscles. Ils étaient déjà là, ils retrouvent leur place. Euh, Après, c'est la progression d'être très progressif, c'est-à-dire d'avoir des séances courtes, des séances dans lesquelles il y a de la récupération, c'est-à-dire qu'on peut faire 5 minutes de travail, laisser tranquille 3, 4, 5 minutes que le cheval récupère, et ensuite continuer à augmenter progressivement en fonction de l'état du cheval. Mais pour revenir à un état normal, puisque c'est la question, je pense qu'un cheval, même arrêté, en 2 semaines, il revient à son état normal. Un peu comme l'être humain et la mémoire des muscles qui. Qui revient, oui, oui. Quand vous prenez 15 jours de vacances, vous revenez, vous repartez, vous faites de l'exercice de 1 semaine ou 2, et puis c'est reparti. Enfin, je veux dire, quand on arrête de monter ou des choses comme ça, en peu de jours, on revient en forme. On revient mais plutôt mieux, parce que justement, quand on arrête les chevaux comme ça, si on les arrête complètement, bah, toutes les petits soucis, les petits tendons, les petites choses comme ça, la nature faisant bien les choses, et c'est la nature qui soigne les chevaux, hein, c'est vraiment elle qui soigne les chevaux, donc répare ce qui a réparé sur le cheval. D'accord. Question de Soline, peut-être que tu as un peu répondu tout à l'heure avec Ken Farrington et Pénélope Le Prévost, mais quels sont tes cavaliers favoris? Bah, Pénélope, ça c'est sûr qu'elle est en haut de la pyramide, ça c'est indiscutable. Après, bah, tu as des John Whittaker, mais il est plus aujourd'hui assez. Mais il a tellement de qualité, tellement de feeling à cheval que c'est un cavalier qui. On peut revoir ses vidéos et prendre donc sa façon d'être en osmose, en connexion avec le cheval. Après, tu as des cavaliers. C'est pas, j'ai pas des. Oui, oui, oui. Ma femme me dit Kevin avec son mental. Ben oui, Kevin, il est extraordinaire parce que depuis combien d'années, 5, 6 ans ou je sais pas combien, quel que soit le cheval, il est là dans tous les grands prix, classés, etc. Donc, on va pas prendre tout Kevin, mais on va prendre son mental, sa façon d'aller une fois en piste, d'arriver à prendre ses tournants, faire sauter ses chevaux. On se demande comment il arrive à faire, tellement c'est bien fait, quoi, je veux dire. J'ai énormément d'admiration pour les autres cavaliers. Je suis pas aveugle. J'ai énormément d'admiration pour plein de cavaliers, pour Julien Paillard, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sa façon de tourner, sa façon d'avancer, son feeling. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a pas, il y a- Rodrigo Pessoa aussi avait un tas de qualités. Il y avait des défauts. Chacun a ses défauts. Des défauts que j'aime pas du tout. Par contre, il y a des choses chez des cavaliers que je ne supporte pas. Je trouve que déjà, maltraiter les chevaux, pour moi, ça me fait mal au cœur. Mais je veux dire qu'il y a plein de cavaliers qu'on peut admirer. Et je pense que quand on regarde quelle que soit la chose ou la personne qu'on regarde, il y a toujours du bon dans tous. Voilà, on ne peut pas être catégorisant en disant celui-là il est mauvais, celui-là. Non, dans chaque personne il y a du bon et on va prendre le bon de chacun et puis c'est ce que je fais moi. Des souvenirs, je crois, d'un Ludger Beerbaum ou même d'un Rodrigo qui, des fois, reste 1 heure sur un paddock et regarde, fixe un cavalier et regarde de manière continue comment il évolue. Est-ce que tout se passe au paddock et est-ce que
est-ce que c'est vraiment la clé pour les passionnés de progresser, de se mettre au paddock d'un 5 étoiles et d'analyser? Ah ben ça, c'est tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi. Toute ma vie. Je peux décomposer tous les gestes, les endroits de chaque cavalier. J'ai qu'une envie quand je suis là à regarder. Si je pouvais lui dire, desserre ta jambe gauche ou avance ta main droite, ça lui changerait sa vie, tu vois. Et, et, et Ludger, bon, puisque tu parles de Ludger, j'ai une admiration énorme pour Ludger, bien sûr. Et je pense que c'est réciproque aussi. D'abord, il monte avec la selle Michel Robert, une prestige. Exact. Donc, il monte avec ma selle. Donc, ça, c'est déjà. Et aussi parce que bon, il est de la maison Prestige depuis très longtemps, mais une fois, il avait monté une de ses juments, sa jument grise, là, et je lui ai dit, il avait changé de selle. Et la jument, elle ne sautait plus du tout. Et je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message le soir. Je lui ai dit, change de selle. Je lui ai dit simplement ça. J'ai envoyé un message. Et donc, il a changé de selle, il a repris l'autre selle. La jument s'est remise à sauter très bien. Et c'est une page de publicité en même temps. Non, mais Mais c'est intéressant. Du coup, ça me fait penser à, euh, effectivement, en tant que sportif réfléchi, il faut aussi qu'on pense au matériel. Et ta solution a été de faire le matériel que tu souhaitais toi en collaboration ah avec oui, une marque. ah ben, ça fait 35 ans que je travaille avec Prestige pour mettre des selles au point, une selle au point, etc. Pour le confort du cheval, parce que ça, si on parle des selles, il y a plein de selles aujourd'hui qui font mal au dos des chevaux. Une selle, déjà, c'est pas très confortable pour un cheval. Mais si en plus elle est mal foutue, le cheval se défend et il le dit, il parle pas, mais moi je le vois. Il m'est arrivé des stagiaires qui viennent à la maison, le cheval, on n'arrivait pas à l'avoir sur la main, descend, on met une change de selle, paf, le cheval vient sur la main directement. Donc ça, c'est des petites choses que alors, il y a le côté commercial, il faut vendre des selles, bien sûr, je le comprends, mais pas au prix de faire mal aux chevaux, quoi. Ça, c'est un peu dur comme message, non? Bon, tant pis. Non, mais c'est C'est ce que je question de. pense. Par Oui, contre, voilà. souvent je reste un tout petit peu en deçà de ce que je voudrais dire. Bon, mais bon, Mais c'est pas grave. on est là. Ce live permet de parler directement Voilà. en toute franchise et je pense pas qu'il y ait de politiquement correct à avoir. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous transmets. Une question de Manon. Quel échec t'a le plus marqué dans ta carrière sportive et qui t'a permis d'en faire un facteur de succès par la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Des échecs, j'en ai eu plein. Hein. J'ai eu plein d'échecs. D'échecs qui m'a marqué. Oh là 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 là. Échec, je dirais pas mauvaise expérience, c'est pas d'échec. D'abord, là, il me vient l'idée, c'est que dans tous les championnats que j'ai fait, ça a toujours marché, toujours été très bien. Je crois que j'ai qu'un championnat où j'ai pas un championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux Olympiques où j'ai pas ramené de médaille, un ou deux. J'ai pas, mais Parce que la sur le nombre. préparation était optimale. Donc un échec, on peut dire un échec. Comme ça me vient. Je suis désolé, mais ça me vient pas. Mais bon, j'ai pris des gamelles, hein, des sérieuses gamelles qui m'ont appris beaucoup de choses. Et alors là, on va agrandir un peu le sujet, puisque en fait, chaque fois que je me souviens d'une très forte gamelle que j'ai prise, et la plupart des gamelles que j'ai prises, des chutes où j'ai 3, 4 côtes cassées, clavicules, etc., chaque fois, j'ai essayé de savoir pourquoi. Et chaque fois, j'avais toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que mauvaise nutrition, fatigue, énervement, cheval pas assez brouille avec le cheval, tu vois, pas en accord, pas en harmonie. Chaque fois, il y avait ou dans ma tête, ou dans mon corps, par le manque s'il m'arrivait de ne pas manger à midi et que le soir, monter à 9 heures du soir et me casser la gueule, quoi. Hmm. Donc, ça, c'est tous des trucs. Après, si j'ai pas mangé à 2 heures avant l'épreuve, il faut que j'ai mangé quelque chose, quoi. Ça, c'est sûr. Par exemple, peu, mais bon, c'est des trucs. Et donc, pour revenir à l'échec et à la chute, à la gamelle, aux gamelles, je pense qu'un accident n'arrive pas par hasard. Voilà. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. Une maladie n'arrive pas par hasard. Alors, bon, on est en plein dedans, d'accord. Mais elle va sauver la planète quand même, peut-être, cette maladie-là. L'échec, ouais,
c'est pas un Donc, échec, c'est une expérience qui nous va faire nous faire grandir du reste. Oui. je rebondis du coup sur le fait que tu disais qu'effectivement tous tes championnats se passaient très bien. C'est parce que, encore une fois, là, avec une très bonne préparation et, et l'englobement de tous les bons facteurs, il y a peu de chances que ça foire. Ben, non, parce qu'on est parti à la guerre. Quand on partait parfois dans les championnats aux Jeux Olympiques, on n'était pas les favoris, on n'avait pas toute la préparation qu'on voulait. Mais une fois sur le terrain, ben voilà, une fois sur le terrain, on met le paquet et on n'attend pas. J'ai jamais attendu d'avoir un super crack pour aller faire du concours. J'ai jamais attendu d'être bien monté à cheval pour aller faire du concours parce que j'en aurais jamais fait. J'ai jamais, je veux dire que il faut faire avec ce qu'on a. J'ai toujours fait avec ce que j'avais et au moment avec ce que j'ai là sous la main. Bon, je monte pas très bien, mais je vais essayer de faire au mieux avec ça, quoi. Ou j'ai pas un cheval qui est extraordinaire, mais je vais essayer de faire au mieux avec ça. Et ça a toujours été ça dans ma carrière. On a gagné, je me souviens de l'équipe de France de Séoul, à part bah si, il y avait Hubert qui était là. Enfin, on n'était pas suréquipé en chevaux et on a quand même ramené une médaille, quoi, je veux dire. Donc, ça, c'est sympa, quoi. Question de Sophie, justement, est-ce que on voit beaucoup le système américain qui, un cavalier comme Eric Lamaze, a plusieurs élèves qui suivent vraiment presque 24 heures sur 24. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais, que tu veux faire? Et est-ce qu'un poste de sélectionneur aussi, entraîneur, on sait que les entraîneurs et sélectionneurs français ont la cote dans beaucoup de pays. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Alors, Eric Lamaze, c'est le début de la question. Eric Lamaze, bon, c'est son job, il fait ça, il les prenne, ça c'est la méthode américaine, c'est-à-dire on les prend, on leur discipline. D'abord, je pense que ça n'irait pas toujours dans la méthode avec le tempérament des Français, déjà parce que d'avoir autant d'emprise sur leurs cavaliers et leur dire, bon, aujourd'hui tu montes pas ce cheval-là, tu vas monter celui-là, tu vas faire telle épreuve, tu vas pas faire telle. Eux, ils sont c'est directif à fond, hein, comme Katie Monahan, comme tous ces gens-là, c'est eux qui décident. Tu montes plus ce cheval, je vais le monter pendant 3 semaines, tu le remonteras après, etc. Donc ça, c'est vraiment très directionnel et ça marche, hein, ça marche très bien, mais il faut avoir des clients ou des cavaliers, des élèves qui acceptent ça. Donc moi, je suis pas du tout dans ce registre-là. Moi, j'accompagne. J'ai plein de cavaliers, de jeunes cavaliers comme Olivier Perrault, comme plein de cavaliers qui viennent travailler chez moi. Ils viennent passer 3 jours et on travaille ensemble, on fait progresser, on voit tout ce qui ne va pas. Et ils repartent, ils font du concours. Je ne les revois pas pendant 1 mois, 2 mois. On se revoit en concours et puis on en parle. Je les suis comme ça un peu de loin. Et j'ai beaucoup, beaucoup de cavaliers qui profitent de mon expérience, mais jamais dans. Je pense que le meilleur, ce qu'on dit toujours, enfin ce que disent les orientaux, c'est qu'un bon professeur, son élève doit pouvoir s'en passer, quoi. Il faut que l'élève puisse à la fin se passer du professeur. Alors que dans le système américain, c'est s'ils n'ont pas leur coach à côté d'eux, ils sont perdus, quoi. Donc c'est moi j'apporte et puis après débrouillez-vous, quoi. Je vous dis, comme là aujourd'hui, je vous dis bah tiens, je vous apporte une solution, faites-le, essayez, testez-le et enfin, après il faut que ça devienne votre croyance à vous, quoi. Les gens ont beaucoup de choses à te demander. Donc, la Avec question plaisir. de Camille, c'était qu'est-ce que tu penses de la communication animale, justement? Moi, j'ai travaillé sur la communication animale avec des professionnels de la communication, Anna Evans, et qui est toujours une grande, qui a écrit des bouquins, etc., qui a commencé avec les éléphants, qui a commencé avec des animaux sauvages, qui est une personne extraordinaire. Leila Delmonte, qui elle utilise la communication animale en Europe, et, enfin qui fait des stages et des conférences. Elle est basée en Californie. Elle est venue plusieurs fois chez moi. On a vraiment le fait de dire communiquer ensemble. Nous avons parce que ça fait partie de toute ma panel d'expériences et dont je suis très ouvert. Et c'est des filles fantastiques. Et je connais une autre fille qui s'appelle Anne aussi, qui fait de la communication animale dans la Drôme aussi.
qui a travaillé avec nos chevaux, qu'on a regardé ensemble, etc. Donc, ça existe. C'est une chose qui existe. Je pense que ça fait partie des sens qu'on avait avant, quand on avait peut-être du temps de la préhistoire ou même un peu, je pense, après, mais que l'humain avait automatiquement dans sa façon de fonctionner parce que c'était important. On sait que de plus en plus, je veux dire, on va aller plus loin encore dans le débat, c'est que on sait que les arbres communiquent entre eux, hein, pour se défendre. On sait quand un éléphant arrive vers un arbre et puis il va le manger ou je sais pas quoi, l'autre il prévient ses collègues à côté qui sortent une espèce de répulsif odorant que les éléphants détestent. Donc ils ne se font pas bouffer à cause de ça et la végétation peut continuer. Donc la communication, ça existe. Après, comment s'en servir? Ça, c'est la question. Comment s'en servir? On sait que chaque fois, on dit votre cheval, oui, il a dû avoir un accident, il a dû tomber d'un camion, il a dû se retourner ou il a eu des mauvaises expériences. Alors, bon, ben oui, d'accord, c'est du passé, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, après, il y a l'interprétation, l'utilité et justement la traduction du message que peut envoyer la personne qui communique avec les chevaux. Mais de toute façon, pour en revenir à notre situation à tous, c'est que nous communiquons tous, et plus particulièrement les femmes, ont beaucoup plus de possibilités. Et la preuve, c'est que les 3 personnes que je connais qui communiquent, qui en font leur métier, de la communication animale, c'est des femmes. Et donc les femmes sont beaucoup plus douées pour la communication animale parce qu'elles ont plus de feeling, plus de ressenti, un sens peut-être plus développé que nous les hommes. Euh, mais de toute manière, à savoir que forcément, quand on approche un cheval, on communique avec. C'est-à-dire que déjà lui, il nous a dosé déjà. Il nous a bien vu, toi tu es en colère, ou tu es de bon poil, ou toi tu es gentil, toi tu es méchant. Hein. Ça, on le voit dans les réunions. Maintenant, on met une dizaine de personnes en cercle, on met un cheval au milieu, le cheval va se diriger sur la personne la plus sympathique et il ira certainement pas voir la plus désagréable du groupe. Donc on s'aperçoit que les chevaux arrivent bien à nous analyser assez facilement et simplement. Et donc la manière dont on approche un cheval dans un box ou à la longe ou quand on monte dessus, le cheval a déjà senti tout ce qui se passait. Et à nous de justement développer ce sens-là. Moi, je le développe beaucoup et je pense que les chevaux me le rendent bien. C'est limite, c'est des choses scientifiques, des tests, des expériences. Est-ce que tu y prends part aussi à tout ce côté test, justement? Je regarde des bouquins, Oui. voilà, c'est ça, oui, j'ai lu des bouquins là-dessus. Moi, je fais mes propres tests, c'est-à-dire que suivant ce que j'ai dans la tête, et on voit que la communication, en tout cas en ce qui concerne le travail des chevaux à pied ou à cheval, mais à pied, ou même quand je fais travailler un élève, par exemple, qui est en cercle autour de moi, il suffit que je dise, bah, tu vois, il me semble que ton cheval, il est en train de me dire qu'il faut que tu fasses ça. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup, ça c'est assez courant dans mes leçons, de dire, de traduire ce que le cheval est en train de me dire. Bon, peut-être que c'est visuel aussi. Quelle est la chose qui est la plus en communication? Est-ce que c'est mon visuel ou est-ce que c'est la transmission de pensée? Est-ce que c'est des ondes? Est-ce que je suis pas assez scientifique là-dessus et je veux pas l'être. Je veux être sur ma nature. Justement, tu es cavalier et on a une question de Cyrine qui demande qu'est-ce qu'un bon cavalier pour toi? C'est un cavalier qui aime les chevaux, qui respecte le cheval. Déjà, ça c'est euh, pour moi c'est la première chose. C'est de respecter le cheval, après, c'est de mettre en valeur le cheval, de mettre en valeur son cheval, de le rendre beau. Je crois il y a des cavaliers qui, quand ils montent sur des chevaux, tous les chevaux sont moches. Et il y a des cavaliers, quand ils montent sur des chevaux, les mêmes chevaux, tous les chevaux deviennent beaux.
Donc déjà là, c'est pour moi des messages vraiment importants. Euh, c'est, on pourra le remarquer, hein, c'est Oui. clair. Un bon cavalier, c'est un cavalier donc qui respecte, ben, c'est un cavalier qui recherche l'harmonie et qui recherche plutôt du plaisir et je vais dire, de la compréhension avec le cheval, d'arriver à être beaucoup plus. Oui, c'est cette symbiose qui est intéressante. C'est pas celui qui va gagner le plus pour moi. Bon, bien sûr qu'il va gagner, mais c'est la manière de le faire. Voilà. Et il y a certaines méthodes qui mettent plus en avant l'efficacité plutôt que la qualité d'équitation, peut-être Ouais. le visuel. Pour toi, c'est vraiment deux choses. Il y a être efficace, mais être aussi agréable à regarder. Oui, je pense que l'équitation est un art. C'est vraiment un art et qu'il y a besoin de beaucoup de feeling, beaucoup et de respecter cet art, quoi, je veux dire. Et oui, pour moi, c'est important ouais, de dire que c'est un art et puis il y a des règles à respecter. Ouais. D'accord. Et Question que, de alors, on sait que la victoire en trichant ou la victoire brutale, elle est pas belle. Elle est pas belle. Et donc, on est dans une période où, où c'est vrai qu'une tache de sang sur le cheval amène à disqualification, ou en tout cas, on, on essaie de sanctionner sur les concours, mais est-ce que c'est pas aussi par de la pédagogie? Parce que quand on interdit les choses en concours, on l'accentue peut-être à la maison dans la préparation. Comment on pourrait réussir à ce que les gens deviennent plus hommes de chevaux et voient pas ça comme juste de l'argent à faire rentrer dans les caisses? Ça, on ne pourra pas l'empêcher. Il y a toujours des gens qui le font, hein, de toute façon. Il y a toujours des personnes. Mais je pense que le, la conscience des humains est en train d'évoluer beaucoup. En plus, dans ces périodes-là, ça demande de la réflexion. On n'est plus dans le gain absolu, l'argent, le matériel, de moins en moins. En tout cas, on est plus dans la recherche du bonheur et de la spiritualité, d'avoir une philosophie de vie de plus en plus belle, j'espère. Euh, le, le- Ta question, c'est quoi en fait la base? Et sur l'évolution du bien-être animal, des règles, Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de règles, de fermeté? je pense que les juges en concours parfois n'ont pas toute leur liberté. C'est-à-dire qu'ils remarquent des choses et ils ne peuvent pas faire appliquer les règlements. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des juges qui laissent passer des choses ou qui signalent des choses et ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, ça va pas plus loin. Donc ça, au niveau dureté, je pense qu'il faut vraiment, il y a, il y a, il y a à faire, à améliorer beaucoup pour la protection du cheval, pour que le cheval soit respecté. Les caméras dans les écuries, des choses comme ça, je pense que c'est utile, vraiment utile. Ouais. D'accord. Après, le gars chez lui, il fait il ne peut pas Ouais. l'empêcher de faire ce qu'il veut, quoi. Une question d'Alice sur l'évolution toujours. En tant qu'ancien cavalier de complet, comment vois-tu l'évolution dans le concours complet justement et dans la construction des obstacles? On a vu pas mal d'accidents ces derniers temps. Oui, des accidents, il y aura toujours. Je pense que c'est un sport qui a un risque, hein, de toute façon, le cross. Hein. Mais par rapport à ce qu'on sautait, nous, à notre époque, et les obstacles, les conditions dans lesquelles on sautait, aujourd'hui, c'est vraiment du confort, vraiment un grand confort. Hein. Donc là, l'évolution s'est faite. Les directionnels ont fait beaucoup progresser les cavaliers, beaucoup réfléchir. Ça a été une évolution fantastique. Maintenant, ils commencent à mettre des obstacles un peu mobiles sur les crosses. Donc l'évolution, elle est là, elle se fait tranquillement. Mais après, je crois que moi, j'ai pris des bonnes gamelles et des chevaux sur le dos en cross aussi, beaucoup. Ça m'est arrivé. Euh, je crois que si on a un cheval normalement entraîné, préparé normal, je pense que bon, il y a des risques, bien sûr. Bien sûr, on peut pas enlever le risque du cross. Mais c'est ce qui fait la beauté du sport aussi. Après, on le sait, hein, quand on s'engage, on sait que bon, on a un risque. Bon. Pour en revenir, pour refaire un pont sur le fait que tu associes efficacité et esthétisme,
en tout cas être avec le cheval. Une question de Capucine qui demande est-ce que le hunter devait être un passage obligé, où là on est noté sur la position, sur le cheval et aussi son apparence visuelle. Je crois qu'on peut obliger personne. On est dans un pays libre, heureusement, et c'est très bien. Je pense que c'est vrai qu'on peut encourager de faire du hunter, ça c'est sûr, parce que ça oblige à travailler sur sa position, ça permet de sauter des petits obstacles avec des chevaux qui ne sont pas forcément des chevaux exceptionnels. Donc ça permet à un certain nombre de cavaliers de pouvoir se faire plaisir, de travailler une belle équitation avec des chevaux qui ne sont pas exceptionnels non plus. Et je crois que le hunter, c'est une très bonne chose. Mais si la personne elle-même, si le cavalier lui-même a envie de progresser, il peut faire du hunter sur des parcours à Oui, 1,10 m, 1 mètre, en concours, voilà, quoi, sans être noté simplement. Moi, je me souviens d'une période de ma vie où j'ai dit je ne devais peut-être pas faire de résultats pendant un mois, mais je vais retravailler ma position parce que c'est vraiment trop. Ça partait un peu en live, quoi. Et j'ai retravaillé ma position pendant un mois en faisant des parcours, en m'appliquant, en essayant d'avoir bien la bonne position, les mains là, les jambes là, le regard là, et de manière à... Donc on peut faire ça à partir du moment où on connaît la position de base du cavalier, puisque le hunter, c'est surtout sur la position et l'attitude, quoi. Oui. ben, merci beaucoup, Michel. Si, s'il y avait une chose à retenir de ton livre, Secret, non pas Secret de Champion, c'est l'autre, le premier fondateur, Et oui, secret et méthode d'un grand oui. champion. S'il y avait une chose centrale, ou en tout cas première à retenir, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous regardent pour conclure, qu'est-ce que tu souhaites aborder? Moi, je souhaite je vais écrire, je dis toujours je vais l'écrire, c'est un livre sur les excuses. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuses. Donc, on a aucune excuse. Oui, mais moi, je peux pas. Oui, mais mon cheval. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Je pense que là, on va rejoindre le mental encore une fois. Je pense que techniquement, de travailler sur le mental et à travers le regard du cavalier. C'est-à-dire que le regard suivant où le cavalier regarde, où il regarde, s'il regarde loin ou s'il regarde perpendiculaire, ça on le travaille dans ma méthode. Avec le regard, on fait progresser énormément de cavaliers et de chevaux. On fait progresser la posture du cavalier, c'est-à-dire qu'on peut se tenir comme il faut si on tient son regard. Si on ne tient pas son regard, on ne peut pas tenir sa posture. Donc pour le cheval, c'est important aussi, et pour le cavalier, pour la position. Donc en fait, c'est de toujours vouloir progresser, d'avoir un esprit d'ouverture, et puis de regarder le futur positivement, et même le moment présent, être très positif dans le moment présent. Contrôle des pensées. Et ça, vous allez le retrouver dans les livres, etc. Après, Comment on pardon. contrôle ses pensées? Ben, à quoi tu penses est-ce que tu as faim maintenant? Non, tu ne penses pas. Tu penses à finir ton truc. Voilà, c'est savoir, quand on contrôle ses pensées, Voilà, c'est on de savoir anticipe. à quoi je... Pardon? On anticipe. C'est tout ce qu'on. Non, tu juges. Tu juges. On juge beaucoup. Si tu arrêtes de juger, si tu arrêtes de faire des suppositions, c'est déjà pas mal. Parce Donc que c'est dès qu'on pense à quelque chose, stopper et se non, c'est pas reconcentrer sur autre stopper, chose. c'est de savoir à quoi ça te sert. Ça peut te servir à sortir, dire s'il y a l'incendie dans la maison, tu dis il faut peut-être que je sorte, ça me sert à quelque chose la pensée. Mais la pensée, la plupart du temps, tous les ennuis sont sur la peur. La peur, toi, tu as la peur de ne pas être crédible dans ton truc, ou la peur de ne pas finir ton émission. Tout le monde a de la peur. Oui, donc il faut la voir. Pourquoi? Est-ce que ça, elle me rend service ou est-ce qu'elle me rend pas service? Donc, le contrôle des pensées, c'est ça. Alors là, il y a encore de quoi faire des émissions, si tu veux. Eh ben, j'invite de toute façon les personnes à acheter tes livres si c'est pas fait. Et moi, c'est vrai que ça m'a donné envie de m'y replonger, même si je monte moins. Je les ai dans ma bibliothèque. Et de toute façon, j'imagine que c'est des choses à lire et relire parce que Ouais. c'est des fondamentaux qu'on retravaille et c'est comme une checklist de la position. Je me rappelle, je crois, un petit post-it sur un livre où il faut qu'on pense à la tête,
on tient les Voilà, rênes comme s'il y avait un verre d'eau dessus. Enfin, c'est plein de petits trucs mémotechniques qu'il faut se rappeler, c'est exactement. ça? Oui, oui, oui. Moi, j'ai des livres sur ma table de chevet, et, je les ai lus peut-être 15 fois, 20 fois, et chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, hein. Même de la Chaque fois, littérature commune. ah ben rien du tout. Non, je crois que c'est des messages précis. C'est pas des trucs, c'est pas des bouquins. Ma femme, elle dévore des bouquins, oui. Mais moi, non, c'est sur des choses très précises, sur justement la gestion de la pensée, sur la gestion de comment on réagit, pourquoi on réagit, ou pourquoi on n'agit pas. Enfin, toutes ces choses-là qui nous pourrissent la vie quand on se laisse maltraiter par notre propre mental. Voilà. Bon, le chien Mon Dieu, compris. mon Dieu, mon Dieu, où on va-t-on? Mais Oh, ça a coupé. On a perdu Michel. Moi, je l'ai perdu de mon côté. si. Ah, c'est bon, pardon. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les batteries faibles. Ah oui, oui, ça coupe. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, je le tiens au bout de la main parce qu'il y a le chargeur, j'ai remis le chargeur. Voilà. Donc, les livres sur ta table de chevet, est-ce qu'il y a un livre qui t'a, même en dehors de l'équitation ou de la Oui, littérature, beaucoup, beaucoup en dehors de l'équitation, hein. Ouais, ouais. est-ce qu'il y en a un vraiment qu'on peut conseiller à nos lecteurs pendant ce confinement, de se plonger ou replonger dans un livre qui marque, à part les tiens? À part les miens, et ça dépend tout du niveau des personnes. Tu vois, tout le monde est différent. Toi, tu as envie de chercher ce qui se passe dans ta tête avec tes pensées aujourd'hui. L'autre, il va avec son cheval. L'autre, c'est très différent. Je crois qu'aujourd'hui, on a une panel sur YouTube ou sur des choses comme ça. Il y a un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup, qui travaille sur le moment présent. T'as je crois on est à plein Guy Fanley aussi qui fait des livres sur toute cette, pas tellement la pensée positive bien sûr, mais sur le fait de comment gérer ses émotions, comment gérer ses peurs. Du Beaucoup. PNL? Oui, c'est un peu de la PNL, c'est ça, oui, un peu, oui. Après, c'est des étiquettes, si tu veux. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes. J'aime pas mettre des étiquettes sur les trucs, mais c'est simplement de la... Pardon? C'est vrai qu'on met des noms pour des concepts, mais qui sont Oui, ça donne une idée. irrésumables. Mais par contre, il y a des gens à qui ça se rétracte à partir du moment où tu parles de ça. Donc, je crois que c'est la gestion de son mental qu'il faut arriver à contrôler, et dans toutes circonstances, quoi, à cheval, à pied, tout le temps. Et on se rend compte que notre malheur, il commence par venir de là, il vient pas des autres. C'est là où il n'y a pas d'excuses, quoi. Eh ben, belle conclusion. Merci beaucoup. Je vois qu'on était vu du Liban, quelqu'un qui nous dit bonjour du Liban. Ben, Ah, merci beaucoup, Michel. C'était très chouette. Ce sera en replay pendant 24 heures et puis on verra avec Karine Kant pour pour le mettre diffuser sur Horse ça plus large. Academy, oui. Je pense que ça va être sur Horse Academy et vous pouvez suivre ça très près. Merci Ok. beaucoup. Bonne soirée Bonne à toi, soirée, à ta c'était un femme plaisir pour et moi. le chien. Merci beaucoup. Et je vous embrasse tous. Au revoir.